Si l'on cherche à comprendre notre passé, et plus généralement qui nous sommes, car c'est ce que nous souhaitons comprendre à travers notre passé, nous pouvons nous fier à quelques indices qui ont déjà interrogé plus d'une personne. Ces indices, nous en avons fait une liste non exhaustive dans les vidéos précédentes. Ce sont bien sûr les tombeaux et autres monuments funéraires. Ceux-ci nous intéressent car ils esquissent une réponse aux problèmes métaphysiques qui nous intéressent. Pour s'intéresser à ces indices, il faut d'abord faire un pas important que nombre de personnes, même curieuses et avisées, ne sont pas prêtes à faire. Il faut croire et accepter de comprendre que nos ancêtres savaient au moins autant et peut-être même plus que nous. À partir de ce moment-là, nous pouvons voir les petits cailloux du passé comme autant d'indices flagrants qui nous permettront de répondre à la plupart des questions, avec l'aide de la logique et du raisonnement, bien sûr. Il existe d'autres indices que les monuments funéraires et les tombes. L'art en est un, bien sûr, mais aussi, comme je l'ai souligné dans mes vidéos précédentes, nos rituels, nos coutumes, nos traditions aujourd'hui, et les contes classiques, comme Le Petit Chaperon Rouge, Réponse, La Belle au Bois dormant, etc., pour les plus connus, mais il en existe aussi des moins connus, plus régionaux, et pourtant tout aussi anciens, et tout aussi intéressants. La mythologie aussi, bien sûr, est comme un livre qui ne demande qu'à être décodé. Certaines histoires, rapportées par des personnes de confiance, comme Platon, comme le mythe d'Atlantis, sont aussi très intéressantes à comprendre avec la clé que je vais vous donner. J'en ai d'ailleurs déjà parlé dans un article, j'ai écrit un article sur le mythe d'Atlantis, sur Atala. Je vous invite à le lire, si vous êtes intéressé. J'y reviendrai bien sûr plus en détail. Viens, viens voir. Tu veux venir avec moi? C'est ça? Enfin, c'est sans doute l'un des éléments clés. Il faut regarder le monde avec des yeux ignorants. Il faut accepter de ne pas savoir. Et il faut bien sûr être curieux de tout. J'ai appris et compris en regardant le monde, la nature, les animaux, les enfants. J'ai appris en regardant les mêmes symboles que ceux que nos ancêtres avaient sous les yeux. Je mets aujourd'hui en vidéo ce savoir qui m'a été transmis et qui nous a été transmis sur des centaines de milliers d'années. Et j'espère que vous comprendrez pourquoi c'est si important de connaître tout ça. Je vous demande de suivre le fil de la vidéo comme un puzzle dont les morceaux s'emboîteront petit à petit. Je crois, et tout porte à croire, que nos ancêtres avaient des rituels basés sur, non pas des superstitions comme on le croit souvent, mais une science et une science complexe. Et les superstitions seraient venues après, découlant d'une mauvaise interprétation de cette science. Donc les superstitions sont venues avec la religion, et déjà même dès l'Antiquité, je pense que le savoir et la science de nos ancêtres étaient mal comprises, en tout cas par la plupart des gens. Il est possible qu'une élite détenait encore un savoir profond et scientifique, mais que les mythes étaient déjà mal compris. Donc, si l'on regarde en premier la réincarnation, qui est, on le sait, une croyance entre guillemets des païens, encore aujourd'hui, on peut voir qu'on peut se demander qui va-t-on croire? Est-ce qu'on va croire la science qui nous dit a priori que après la mort il n'y a rien, en tout cas rien qui puisse être prouvé? Va-t-on croire la religion classique, chrétienne, etc., qui nous dit qu'il existe après la mort une vie éternelle, qu'elle soit au paradis, en enfer, peu importe? Va-t-on croire les païens qui nous parlent de réincarnation? Si on regarde la science, ce qu'on connaît aujourd'hui, on sait que notre ADN, ce qui nous constitue en tant que personne, en tant qu'individu, notre ADN passe à nos enfants. Donc il survit d'une certaine manière. Notre ADN aussi, quand on meurt, quand on est enterré dans le sol, va être décomposé dans la terre, va être absorbé par les végétaux, va être à son tour mangé, donc ces végétaux vont être mangés par les animaux,
et puis peut-être par les hommes. Et donc, d'une certaine manière, biologiquement, il va survivre. Alors c'est sûr que quand vous écoutez ça, vous vous dites « Ok, mon explication est bien trop simple, peu recherchée, et finalement elle ne prend pas en compte le psychisme et l'individualisme des êtres humains. » Mais pourtant, au regard de ça, déjà si on regarde l'ADN et la biologie d'aujourd'hui ou la science d'aujourd'hui, on peut voir que l'ADN d'une certaine manière survit et donc se réincarne. Maintenant, si on prend en compte l'individualisme et le psychisme des êtres humains, on va comprendre que, à travers justement les instincts qui nous constituent et notre psychisme, eh bien, il y a un phénomène de réincarnation aussi. Et c'est, je crois, ce à quoi nos ancêtres croyaient, entre guillemets croyaient, c'est plutôt ce qu'ils décrivaient. Donc je vais vous l'expliquer à travers ce qu'on connaît, quelque chose qu'on connaît en philosophie, qui est la cristallisation. En fait, si l'on regarde les instincts de l'être humain, généralement on dit que l'être humain n'est pas tellement commandé par ses instincts, contrairement aux animaux, ce qui est plutôt faux, puisque finalement l'être humain est un animal aussi. Donc on a des instincts qui sont, en tout cas sous certains points, différents de ceux des animaux, mais on a des instincts quand même qui nous commandent, qui nous définissent en tout cas. Donc on a l'instinct de boire et manger évidemment, de dormir, différents instincts physiologiques, mais il y a aussi des instincts plus psychologiques, on pourrait dire, et je vais en décrire un ici, qui est la cristallisation, qui à mon avis est un instinct de l'être humain. Voilà. Alors la cristallisation en philosophie, on a tendance à la dénigrer, à regarder d'un mauvais œil, puisqu'elle est souvent liée, apparentée aux passions, la passion amoureuse, etc. Donc, moi, à mon sens, et avant que je l'explique, je pense que l'être humain a besoin de tellement de temps pour devenir adulte, parce que justement, il doit, entre guillemets, d'une certaine manière, se réincarner psychiquement, à travers cette cristallisation. Donc si l'on regarde les enfants, si vous regardez les enfants autour de vous, vos enfants ou les enfants des autres, ou les enfants en général, vous allez remarquer, et d'ailleurs les industriels et nos amis du marketing le savent bien, puisque vous allez remarquer en fait qu'ils ont tendance à devenir fans d'une figure, d'un héros de dessin animé ou de film, ou encore plus tard d'ailleurs à l'adolescence d'une personne réelle, star ou autre. Cette tendance, elle se retrouve chez tous les enfants. Évidemment, plus ou moins marquée, évidemment plus ou moins portée sur un seul héros ou plusieurs, ça n'a pas d'importance, mais elle est présente chez tous les enfants. Ça peut être aussi cette tendance à prendre comme modèle son père ou sa mère ou quelqu'un de l'entourage, c'est la même chose. Il s'agit de cristallisation. Qu'est-ce que c'est en fait ? C'est que l'enfant va prendre cette personne comme modèle et va s'y apparenter. Alors on dit souvent que la société moule nos enfants, ou moule les enfants en général, ce qui est généralement négatif, puisque la société n'est pas forcément bonne, et c'est une affirmation qui est à la fois vraie et fausse. Elle est vraie parce que c'est la société qui va forcément donner des matériaux de construction à l'enfant. L'enfant ne prendra que ce qu'il a autour de lui. Donc si on prend l'image de la maison, par exemple, si la société donne aux enfants des matériaux de construction de mauvaise qualité ou moches, l'enfant va forcément construire une maison qui aura tendance à s'effriter ou à tomber, ou qui sera laide en tout cas. À moins que l'enfant soit doté d'un génie particulier. Donc cette affirmation est à la fois vraie, puisque les matériaux de construction sont fournis par la société qui entoure l'enfant, mais elle est aussi fausse, parce que, de mon sens, mon avis, c'est l'enfant qui construit. C'est pas la société qui construit le moule dans lequel l'enfant va être, mais c'est l'enfant qui construit le moule dans lequel il va se couler. Si on prend l'exemple du métal, par exemple, le métal,
pour faire un objet en métal, on construit d'abord un objet en cire, où on a un objet préliminaire, une épée, si on veut faire une épée en bronze par exemple, ou une hache, que sais-je encore, ou alors une médaille ou un bijou. On construit d'abord un modèle en cire, où on a un modèle préalable. Avec ce modèle-là, on va faire un moule, et ensuite dans le moule, on va couler du métal. C'est une très bonne image pour expliquer ce qui se passe chez nos enfants, ou chez l'être humain en général. L'enfant va prendre comme modèle quelqu'un. Ça peut changer au fil du temps, mais il va prendre comme modèle quelqu'un. Généralement, au départ, une figure de dessin animé lui suffit, donc une figure assez éloignée du réel. Et puis petit à petit, il faut plus de réalisme pour à la fin, donc à l'adolescence, comme je l'ai dit tout à l'heure, généralement prendre une personne réelle, qui ne va pas connaître et qui ne sera pas utilisée telle qu'elle est elle-même, mais qui va servir de modèle. Donc il va prendre cette personne comme modèle, ensuite il va créer un moule autour, et ce moule va lui permettre de se construire lui-même. Voilà, ce phénomène psychologique était souvent donc dénigré même par les philosophes antiques, puisque c'est un phénomène qui vise à se tromper. En tout cas, c'était comme ça qu'il était décrit. C'est-à-dire que quand vous êtes fan d'un héros ou de quelqu'un, vous n'allez pas connaître cette personne, vous allez cristalliser un désir autour. Vous allez cristalliser votre idéal autour de cette image qui finalement n'est pas que vous ne connaissez pas, qui n'est pas réelle, mais qui simplement comme un bâton autour duquel vous allez pouvoir construire quelque chose. Et en fait, c'est vraiment, moi je pense, quelque chose de positif. Et qu'il faut comprendre pour pouvoir l'utiliser de manière positive. Plutôt que de le dénigrer et de le regarder de manière négative, alors que c'est un instinct clairement évident chez les enfants en règle générale, mais aussi chez certains adultes qui ne se sont pas encore construits totalement, parce qu'aujourd'hui c'est bien souvent le cas. Donc dans le temps, je ne donne pas de période précise, puisque je pense que c'est vraiment des traditions qui remontent à très très longtemps. Il y a là peut-être des centaines de milliers d'années, mais on n'a pas de preuve vraiment de quand ce phénomène a commencé. Je dirais 100 000 ans, en tout cas, mais peut-être que cela existait avant, en tout cas d'une autre manière. Ça s'est évidemment transformé à travers le temps. Donc, et c'est un phénomène donc, qui va se retrouver à l'Antiquité aussi, ou un peu avant. Alors donc avant, on avait, et c'est très connu, on avait des histoires qui étaient racontées donc autour du feu, ou en tout cas le soir, ou à des occasions particulières, des histoires basées sur les ancêtres, les histoires qui racontaient le héroïsme de certains ancêtres, ou les faits de certains ancêtres. Tout était basé sur la gloire, on verra après. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit souvent qu'on ne parle pas mal d'une personne décédée. On parle pas mal d'une personne décédée parce qu'en fait, on choisit de ne pas parler des choses négatives. Mais par contre, on va parler des choses positives, des choses glorieuses, honorables. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire aussi que si vous parlez pas mal d'une personne décédée, mais qui a été très mauvaise, entre guillemets, vous n'allez pas en parler du tout. Donc cette personne va disparaître, de fait. Tandis que vous allez parler des faits positifs des personnes qui ont été bonnes, entre guillemets, et donc ces personnes vont rester dans les histoires racontées autour du feu, racontées aux enfants, racontées aux descendants, etc. Donc on racontait ces histoires, et les enfants qui écoutaient ces histoires, puisque bien souvent c'était des enfants, avaient des modèles d'ancêtres auxquels ils pouvaient se référer, sur lesquels ils pouvaient se construire. Comme aujourd'hui, on a des histoires diverses qu'on peut raconter à nos enfants et qui les font fantasmer, qui les font s'imaginer. Bien souvent, c'est ce qui se passe quand vous êtes enfant, vous vous imaginez dans la figure majeure d'une histoire que vous avez entendue ou d'un film que vous avez vu. Et cette façon de faire là va vous permettre donc de construire le moule dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous pouvez peut-être vous en souvenir, même quand vous étiez enfant. Très certainement, vous pouvez vous rappeler que quand vous aviez regardé un film qui vous plaisait, ou quand vous aviez regardé, plutôt à l'époque, peut-être quand vous avez écouté une histoire qui vous plaisait, eh bien, vous aimiez vous imaginer dans le héros
de cette histoire, et puis pour jouer ou pour fantasmer sur cette histoire. Donc c'était une sorte de socle qui vous permettait de continuer et de vous fabriquer un modèle. Et bien souvent d'ailleurs, j'aimerais rajouter que bien souvent, ces histoires sont d'autant plus inspirantes si elles sont basées sur des histoires réelles. Si on vous dit ce livre-là est tiré d'une histoire réelle, ce film-là est tiré d'une histoire réelle, bien souvent c'est d'autant plus une source d'inspiration. Et déjà pour les enfants. Donc c'était ce qui se passait avec les histoires des ancêtres qui étaient racontées. Et on voit aujourd'hui par exemple qu'on donne des médailles d'or, évidemment, d'argent, de bronze encore aux Jeux Olympiques, aux personnes illustres. Et cette tradition-là remonte à très très longtemps. Et au fait justement que on récompensait la gloire, on récompensait les bonnes actions, on récompensait l'honneur. C'est quelque chose qui se voyait encore au Moyen-Âge, évidemment, même avec le christianisme. Mais c'était quelque chose qui était très présent déjà à l'Antiquité et avant. Alors il faut maintenant voir, si on voit les tombes, si on prend en compte les tombes, on dit souvent, on entend souvent que les personnes, et pas souvent d'ailleurs, c'est généralement la thèse qui est donnée, on dit que les personnes étaient enterrées avec des effets personnels qui les suivraient dans l'au-delà, pour leurs besoins dans l'au-delà. On dit ça même si l'on sait que les païens croyaient à la réincarnation. Pourtant, elle est relativement illogique. Et on dit donc que si les personnes étaient enterrées avec beaucoup d'effets précieux, d'effets personnels précieux, d'or, de métaux précieux, c'était pas forcément d'ailleurs des métaux, puisque avant, à l'âge de pierre, c'était d'autres choses. C'était des beaux objets, des objets utiles, des objets travaillés. Eh bien, on dit que si cette personne était enterrée avec des objets précieux, elle était importante. Donc elle était récompensée pour son importance, pour sa gloire, pour son honneur, pour son savoir, pourquoi pas. Et on dit souvent que ces objets lui étaient donnés pour l'accompagner dans l'au-delà. Et en fait, moi je vais vous dire, vous allez comprendre après avec ce que je vais vous donner, les informations que je vais vous donner, que c'est juste, que cette personne n'était pas enterrée avec ces objets pour l'au-delà, mais elle était enterrée avec ces objets pour qu'elle puisse venir les rechercher de son vivant. Vous allez me dire, mais ça marche pas. Et en fait, si, puisque un enfant donc qui a pris donc cette personne comme modèle en entendant les histoires qui l'entourent, les faits honorables dont elle a été l'auteur, elle va s'intéresser à cette personne et va la choisir de la réincarner, entre guillemets, on dirait ça comme ça aujourd'hui, mais en fait, il va se reconnaître dans cette personne-là. Le phénomène de cristallisation a été vu, en tout cas avant, comme si l'enfant se reconnaissait dans la personne qu'il admirait. Donc l'enfant qui se reconnaissait dans cette personne-là allait retourner chercher dans sa tombe ses effets personnels, finalement. C'est pour ça que dans des livres comme le livre des morts, on parle effectivement de l'au-delà, mais en fait, il s'agit de la même chose. Puisqu'il faut bien comprendre que pour nos ancêtres, la personne enterrée et la personne réincarnée, et la personne qui réincarnait, entre guillemets, l'enfant, était exactement la même personne. Donc effectivement, il est juste de dire que ces objets-là étaient enterrés avec la personne pour son voyage dans l'au-delà, ou pour sa prochaine vie. Mais il ne faut pas le comprendre d'une manière chrétienne, dans le sens... ces objets étaient enterrés avec lui pour une vie dans le paradis, le ciel, ou que sais-je encore. Les objets étaient recherchés. C'est pour ça que la plupart des tombes ont été ouvertes, en tout cas les tombes de personnages importants, mais n'ont pas été profanées. Elles ont été profanées sans doute après, pour les tombes qui n'étaient pas ouvertes, mais la plupart des tombes ont été ouvertes
tous les objets ont été sortis, mais elles n'ont pas été profanées. Simplement, les personnes elles-mêmes sont allées rechercher leurs effets personnels. En tout cas, c'était la façon de voir de nos ancêtres. C'était comme une cache, un peu. Pas forcément parce que ces objets étaient précieux, pas directement, ça s'est transformé après, mais au départ, on mettait des objets précieux dans la tombe pour que, aussi, les enfants aient envie d'aller les rechercher. Donc, aient envie de réincarner cette personne. Donc, ça allait de pair. Si vous étiez honorable, vous aviez des objets qui étaient éventuellement source d'envie plus tard, donc vous alliez avoir plusieurs potentiels réincarneurs, j'ai envie de dire. Ou en tout cas, vous alliez avoir quelqu'un qui allait venir vous chercher. Ou plutôt, vous alliez avoir un vous-même qui allait se reconnaître. Pourquoi on mettait de l'or? Pourquoi on a mis de l'or à une certaine période? Parce que l'or est un matériau qui ne s'oxyde pas, ou très très peu, et donc qui ne disparaît pas. Et là, tu veux venir me voir? Donc oui, on parlait de l'or et de pourquoi l'or avait été utilisé dans les tombes. Parce que justement, c'est un métal qui ne s'oxyde pas ou très peu. Et justement, le but était de faire durer la sépulture le plus longtemps possible pour être certain, en tout cas pour donner le plus de chances possible à la personne enterrée d'être recherchée. Parce qu'il faut savoir que nos ancêtres pensaient, et c'est ça justement, ça prouve que nos ancêtres pensaient à la réincarnation sur le très 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 long terme, finalement. Hein, puisqu'ils avaient connaissance du fait que les os, même les os, et en tout cas les chairs, mais aussi les os, disparaissaient. Hein, certaines personnes ont été recherchées alors que leur chair n'était même pas complètement décomposée, très certainement. Puisqu'on a retrouvé des parties, des os découpés, en tout cas comme si on avait découpé des morceaux, quoi, toujours à la nuque et aux jambes. En tout cas, chez l'homme de Néandertal, donc ça a été apparenté à du cannibalisme. En tout cas, on a eu l'impression que peut-être il s'agissait de cannibalisme. En fait, c'est certainement pas le cas, c'est certainement, et on le verra plus tard, plus en détail, lié à ce rituel-là. Mais alors que les personnes recherchées étaient recherchées peu, en tout cas à une certaine échelle, peu après leur mort. Donc oui, d'ailleurs ces marques-là, comme je le disais, sont toujours à la nuque ou aux jambes. À la nuque ou aux jambes parce qu'on le verra plus tard, les morceaux recherchés, en tout cas à l'époque où c'était que des os, en tout cas d'après ce qu'on sait, hein, puisque le métal était peut-être recherché toujours, on ne sait pas. À l'époque où c'était que des os, c'était la tête et les membres inférieurs, ou en tout cas l'os de la cuisse, qui étaient recherchés dans la tombe. Il ne prenait que cela. Donc on retrouve des corps où il manque la tête, en tout cas la tête, toujours la tête. Et puis, et vous verrez que la tête, c'est même le cas plus tard, hein, c'est pas uniquement l'homme de Néandertal, mais déjà, on le sait, c'est un fait chez l'homme de Néandertal, certains corps, squelettes donc, ont été certains corps ont été retrouvés avec le corps entier, mais pas la tête. Et on en a d'autres qui ont, auxquels il manque la tête, et puis le ou les membres inférieurs, comme au Orogoudou par exemple. D'ailleurs, au Orogoudou, le squelette en question
a été retrouvé donc sans la tête, sans les membres inférieurs humains, mais les membres inférieurs ont été remplacés par des membres inférieurs d'ours, et on verra après pourquoi. Voilà, donc les os étaient recherchés, en tout cas c'est les os qu'on déterrait, symboliquement, pour réincarner cette personne-là. Donc la tête toujours, et les membres inférieurs. Mais après, ou peut-être même pas après, on ne sait pas, en tout cas il y a eu d'autres objets, notamment, et encore une fois on le verra en détail par la suite, une pierre donc posée sur le cœur, donc qui était, comme je l'expliquerai plus tard, le symbole du cœur fossilisé en fait, donc qui pouvait être amené à la vie. Donc cette cœur, c'est les bifaces qu'on connaît à la préhistoire, d'ailleurs dont on ne peut pas expliquer clairement l'utilisation, même s'ils ont été utilisés sans doute à couper des choses, mais le biface, la forme bifaciale qui était très proche du cœur, d'ailleurs il existe des bifaces dits cordiformes, donc qui ont la forme clairement d'un cœur, enfin qui sont plus étalés en tout cas sur la partie large. Ces bifaces donc symbolisaient le cœur. Alors pas forcément des bifaces, mais je pense que les bifaces en premier, je vous l'expliquerai pourquoi, mais ensuite ça pouvait être des pointes de lance, toujours avec une forme assez, une forme de cœur quand même, donc des pointes de lance ou des pointes diverses, et plus tard on le verra, des haches, on expliquera pourquoi. Donc c'est toutes les haches symboliques qui ont été retrouvées chez les Celtes par exemple, qui symbolisent la même chose. Voilà. Shifting on the water.